Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par également remercier René et Marion de m'avoir invité à cet après-midi webinaire. Et du coup, moi, je vais vous présenter en effet une étude qui a été faite dans le cadre d'une thèse vétérinaire d'une étudiante qui est maintenant diplômée, donc Solène Toussaint, sur l'impact de l'infection par le CAEV sur l'appareil respiratoire de la chèvre laitière de Réforme. Donc, je vais commencer par remercier tous les co-auteurs de cette étude. Donc, bien sûr, l'étudiante Solène Toussaint, mais aussi Nicolas Herrère, qui était avant à l'OMACAP, Laetitia Dorso, qui est en charge du service d'autopsie de l'école de Oniris, et Christophe Chartier, qui était professeur à l'école d'Oniris. Et moi, je suis donc praticienne hospitalière à la clinique des animaux d'élevage de l'école de Oniris Nantes. Donc, du coup, on va commencer rapidement par une petite introduction. On a déjà pas mal parlé du CAEV cet après-midi, donc je pense que vous commencez à avoir des bonnes idées en tête. Donc, c'est en effet un virus qui a été décrit pour la première fois en 1974. Comme l'a rappelé Rachel, il est rattaché au lentivirus des petits ruminants, comme le Medivisna, et c'est vraiment plutôt un continuum de virus que deux virus totalement séparés. Il est essentiellement transmis par voie orale, donc via le colostrum et le lait, et par voie aérienne. La transmission par voie intra-utérine, elle est mal connue pour l'instant. L'impact épidémiologique, il a l'air d'être assez limité. La semence, elle aurait un caractère infectieux, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à démontrer de rôle dans la transmission. Et par contre, il a été démontré une transmission par voie mammaire lors de la traite, mais son impact est aussi encore assez limité. Et donc un impact très fort pour la filière. Donc moi aussi, j'étais plutôt restée sur des chiffres de 92% d'élevage infecté d'après l'étude de l'OMACAP de 2021, mais Marion vous a redit tout à l'heure 94, donc en tout cas, on est sur une très très forte séroprévalence, hein, donc là, sur une séroprévalence lait, et 50% des animaux qui présentent une forme articulaire. Donc, du coup, au niveau de l'expression clinique pour ce qui est vraiment respiratoire, ce qu'on va retrouver, c'est une pneumonie interstitielle chronique. Donc, il y a plusieurs formes de pneumonie interstitielle chronique possibles. Il y a la forme classique que vous voyez sur l'image A. Donc, on a des poumons qui sont décolorés, dont la consistance est augmentée, donc plutôt caoutchouteuse, et sur laquelle on peut voir des empreintes costales que vous voyez ici, là, les marques un peu plus foncées. Dans la forme classique de cette pneumonie interstitielle à l'antivirus, on retrouve aussi des ponctuations grisâtres multifocales qu'on voit ici très très bien. C'est un poumon de mouton infecté par un Medivisna, mais c'est exactement les mêmes formes. Et qui donne cet aspect un petit peu de salami. Et ensuite, il y a la forme nodulaire avec les lésions très typiques en vert dépoli qui sont caractéristiques. Donc ça, c'est vraiment l'expression clinique qui est très bien décrite chez les moutons. Ce qu'il est important d'avoir en tête, voilà, c'est que dans le diagnostic différentiel de ces pneumonies interstitielles chez les petits ruminants, on va retrouver en numéro 1 les nématodes respiratoires. Donc chez les chèvres qui pâturent, donc un petit peu d'Ichthyocolus filaria, mais surtout Mullerus capillaris et un petit peu de Protostrongylus. Et on va aussi retrouver, dans des cas plus rares, de l'adénomatose pulmonaire, des mycoplasmes ou d'autres virus. C'est ça vraiment les grands différentiels de cette pneumonie interstitielle à l'antivirus. Donc, le contexte de cette étude et les constats de terrain qui avaient été faits, qui nous ont amenés à nous poser nos questions de recherche, ça a été en numéro 1 des situations sur le terrain qui étaient très, très atypiques. Donc ça a été des observations qui ont été faites par l'OMACAP avec Nicolas Erhardt. Donc, des élevages qui suivaient les recommandations sanitaires communiquées par le GDS, notamment séparer les chevreaux de la mère, la thermisation du colostrum, mais il y en avait beaucoup d'autres, mais qui par contre étaient très impactés par le CAEV, que ce soit en nombre d'animaux séropositifs, mais aussi en impact clinique, notamment sur les arthrites des carpes. Et à l'inverse, des élevages qui ne suivaient pas, ou en partie, les recommandations sanitaires, notamment qui ne faisaient pas forcément la thermisation du lait et qui gardaient les chevreaux sous les mers, et qui étaient à l'inverse peu impactés par le CAEV. Et donc, du coup, les hypothèses qui avaient été faites à ce moment-là, c'était de se dire qu'il y avait probablement une autre voie de transmission qui était possiblement sous-estimée, donc la voie aérienne. Et la question se posait aussi de savoir s'il y avait des lésions pulmonaires qui seraient un préalable à une transmission aérienne efficace. Donc, c'est un peu sur la base de ces constats de terrain et de ces hypothèses que nous avons construit notre étude.
Donc du coup, les hypothèses de notre étude, on avait un petit peu 3 volets différents que je vais vous présenter aujourd'hui. Un volet clinique, l'hypothèse qu'on avait formulée, c'était que les formes sévères de pneumonie interstitielle chronique AKF entraînaient une expression clinique avec une modification des paramètres de l'examen clinique respiratoire. Pour ce qui était du volet anatomopathologique, on avait 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que les lésions macroscopiques de pneumonie interstitielle AKF seraient difficilement identifiables, basées sur la littérature notamment, et que l'histologie serait un bon examen complémentaire pour réussir à identifier correctement ces pneumonies interstitielles qu'on aurait ratées à l'examen clinique et en macroscopique. Et enfin, on avait 2 hypothèses sur le volet épidémiologique. La première, c'est que du coup, la prévalence des formes respiratoires de KF est globalement sous-estimée si on se base sur l'examen clinique et sur l'autopsie et les lésions macroscopiques. Et notre deuxième hypothèse était que la prévalence des lésions macroscopiques était globalement très faible. Ça, c'était les hypothèses sur lesquelles cette étude était construite. Et donc, du coup, naturellement, on avait 3 objectifs principaux. L'objectif clinique était d'évaluer le tableau clinique des chèvres atteintes de pneumonie interstitielle. L'objectif anatomopathologique était de caractériser ces lésions pulmonaires au niveau macro, mais aussi microscopique. Et notre objectif épidémiologique était d'évaluer la prévalence lésionnelle du KF sur les poumons de chèvres de réforme. Donc, au niveau du matériel et méthodes, l'étude, elle s'est divisée en 2 temps. La première partie, donc, qui est notée 1 en haut de toutes les diapositives, c'était une étude sur une population caprine qui était a priori infectée. Donc, cette étude, elle s'est étendue sur 3 élevages des Deux-Sèvres. C'était des élevages sur lesquels on avait une séroprévalence qui était quasiment de 100%. Avec de très nombreux gros genoux, ça avait été confirmé visuellement. Et on avait pour chacune des chèvres qui avaient été inclus à partir de ces 3 élevages-là, fait le calcul de l'index clinique Monica. Donc, Rachel vous l'a expliqué dans la présentation précédente. Donc, c'est le périmètre du carpe le plus large, donc le droit ou le gauche, moins le périmètre du métacarpe le plus fin. Et alors, les valeurs de référence varient un tout petit peu parce que je pense que Rachel vous a dit 6,5. En fait, ça dépend des références bibliographiques. Tout le monde s'accorde pour dire que si cette valeur fait moins de 5,5 cm, c'est très peu en faveur d'un KF articulaire, que c'est douteux entre 5,5 et 6,5 ou 5,5 et 7. En tout cas, au-dessus de 7 cm, c'est très clairement en faveur d'un KF forme articulaire. Donc, au total, on a inclus 31 chèvres laitières de réforme qui provenaient de ces 3 élevages-là qui étaient très, très fortement impactés, tant en séroprévalence que cliniquement avec les arthrites. Et du coup, le protocole s'est déroulé en 3 temps. Donc déjà, au niveau clinique, on a fait bien sûr un examen clinique général qui s'est suivi d'un examen spécialisé de la fonction respiratoire, donc avec examen à distance, auscultation pulmonaire et un test au sac pour ceux qui font de la pratique mixte, et notamment de la pratique sur les chevaux. C'est un test au sac pour mieux évaluer la fonction respiratoire. Et il y a ensuite une échographie pulmonaire. Pour le volet autopsie, on a fait une autopsie générale. Et pour l'appareil respiratoire, on s'est vraiment concentré sur les lésions macroscopiques de couleur, de fermeté et les plages grisâtres. Je vais vous en reparler un petit peu après. Et on a prélevé 4 échantillons de parenchyme par chèvre. Et pour l'histologie, donc toutes les analyses histologiques ont été relues par Laetitia Dorso, qui est donc pathologiste, et qui s'est vraiment concentrée sur les critères primaires de diagnostic de pneumonie interstitielle à l'antivirus, donc notamment les infiltrats inflammatoires, la présence de macrophages alvéolaires et l'hyperplasie des pneumocytes de type 2. Elle a également regardé des critères secondaires, mais que je ne vais pas vous détailler là parce que je ne suis pas anatomopathologiste. Et ensuite, la deuxième partie de l'étude a été faite sur une population caprine qui était issue de l'abattoir, donc plutôt une population un peu tout venant, qui était a priori pas infectée, ou en tout cas qui était peut-être plus représentative de la population caprine française générale. Et donc, on a inclus 390 paires de poumons qui provenaient de 20 départements différents aux abattoirs Mélusins à Lusignan. Et donc, la manière dont on a réalisé cette portion-là de l'étude, on a palpé toutes ces paires de poumons-là, donc en commençant par les lobes caudaux. Et ensuite, on a isolé les paires de poumons qui présentaient une consistance augmentée ou des lésions en verre dépoli
Je vous remontrerai un peu plus tard à quoi ça ressemble. Les poumons qui ont été isolés ont ensuite eu une inspection rapprochée, donc du coup qui a ressemblé exactement à ce que je viens de vous décrire pour la partie sur la population a priori infectée. Donc on a regardé la consistance, la couleur et la présence de zones grisâtres. Et si jamais on avait une suspicion de CAEV, on a fait des prélèvements pour l'histologie. Qui est de l'analyse des données. Alors ça, c'est peut-être mon côté très académique, je suis désolée. Je vais aller assez vite sur les statistiques. Donc toutes les données, elles ont été analysées avec RStudio. Pour les variables quantitatives, elles ont été analysées avec le test de Wilcoxon-Mann-Whitney. Et pour les variables qualitatives, avec le test du Kikaré de McNemar. Et le seuil de significativité a été fixé à 5%, donc une p-value de moins de 0,05. Et je vous ai juste remis ici, on va en reparler ensuite, mais le calcul qu'on a fait pour la prévalence de nos lésions macroscopiques, c'était un de nos objectifs majeurs pour le volet épidémiologique. Et donc cette prévalence de lésions macroscopiques, on l'a calculée en faisant le rapport entre le nombre d'individus qui avaient une suspicion macroscopique de pneumonie interstitielle évocatrice de CAEV, mais qui avait été confirmée à l'histologie, parce que vous allez voir dans les résultats qu'il y a un écart quand même assez important entre ce qu'on imaginait être du CAEV en macroscopique et ce qui a été confirmé à l'histologie sur la population totale observée. Donc voilà, sur la prévalence des lésions macroscopiques pour la première partie de l'étude, sur la population a priori infectée, on était donc sur un dénominateur de 31 chèvres. Et sur la prévalence pour la portion en abattoir, on était sur un dénominateur de 390 paires de poumons. Donc, on va passer maintenant aux résultats. Donc, tout d'abord, pour la première étude, donc sur la population caprine a priori infectée, la première étape a été de vérifier que la population d'étude, elle était vraiment bien adaptée et donc qu'il s'agissait vraiment d'une population caprine a priori infectée. Et donc, on avait bien 87% d'individus malades sur la base de l'index clinique Monica, donc avec un index qui était supérieur à 7 cm. Et 77% d'individus qui présentaient des lésions articulaires macroscopiques typiques du CAEV. Donc là, c'est ce qu'on voit sur cette image-là. On est sur une section transverse du carpe et la flèche noire montre des grains de riz au niveau des gaines tendineuses du carpe qui sont vraiment très, très typiques des arthrites septiques à CAEV. Ensuite, pour ce qui est du volet clinique, les résultats n'ont montré aucun impact significatif de la pneumonie interstitielle sur la fonction respiratoire des animaux, donc tel qu'on l'a évalué, hein, donc j'en reparlerai dans la discussion, il y a forcément des biais, et sur l'état général des animaux. Donc là, je vous ai mis en illustration deux graphiques. Le graphique de gauche, c'est la distribution des fréquences respiratoires sur les 31 chèvres. Donc en rouge, les chèvres qui ont été confirmées avec une pneumonie interstitielle à CAEV et en jaune les chèvres qui n'en avaient pas. Et donc il n'y avait vraiment pas du tout de différence significative. Et pour un petit peu illustrer l'absence d'impact sur l'état général des animaux, ça c'est la répartition des notes d'état corporel au niveau du sternum entre les deux groupes. Donc le groupe qui avait des pneumonies interstitielles et le groupe qui n'en avait pas. Et donc encore une fois, donc même si les box plots sont un tout petit peu décalés les uns des autres, il y a quand même un recouvrement très très important. Donc pas du tout de significativité de tous les paramètres cliniques qu'on avait relevés malheureusement. Ensuite, pour ce qui est de l'anatomopathologie, donc on a observé 45% de poumons qui nous ont paru suspects à l'autopsie, donc 14 sur 31 poumons, et donc la suspicion de pneumonie interstitielle chronique était faite quand on avait à minima 2 critères lésionnels anormaux. Et dans les critères lésionnels anormaux, nous répertorions donc une consistance augmentée, une décoloration grisâtre et des plages grisâtres. Donc là, ce qu'on peut voir sur l'image de gauche, c'est une décoloration vraiment diffuse au niveau de la portion dorsale des lobes caudaux. Donc vous voyez vraiment des zones qui sont très très larges, mais qui sont beaucoup plus claires que le reste du parenchyme, par exemple, si on se met ici. Et à droite, des empreintes costales. Donc chaque flèche représente une empreinte costale. Et ça, c'est un signe d'augmentation de la consistance. Puisque finalement, le poumon se retrouve poussé contre le volet costal. Sur ces 14 poumons qui étaient suspects,
il y en a eu 5 sur lesquels on a confirmé des lésions d'origine parasitaire, donc une fois qu'on a regardé de manière un peu plus proche. Et la confirmation des lésions macroscopiques d'origine parasitaire s'est faite sur la présence de grains de plomb. Donc là, c'est ce qu'on voit ici sur cette image. C'est ces tout petits nodules noirâtres qu'on retrouve à la superficie du poumon, mais également des nodules blanchâtres qu'on retrouve à la coupe, ici, là, donc vraiment en profondeur, vous voyez, on est sur une coupe transverse du lobe caudal, mais des nodules blanchâtres coalescents qu'on retrouve aussi en superficie, sans même avoir fait de coupe du poumon. Donc là, on est sur les bords dorsaux des 2 lobes caudaux. Donc voilà, sur ces 45% de poumons suspects, 16% qui sont en fait, une fois qu'ils sont observés plus finement, des lésions d'origine parasitaire. Et donc, il nous reste 29% de lésions évocatrices de CAEV. Et donc, les poumons qui étaient classés comme étant une suspicion probable de pneumonie interstitielle à CAEV, c'était en fait seulement la soustraction de tous les poumons sur lesquels on suspectait une pneumonie interstitielle, moins les poumons sur lesquels on avait vraiment identifié des lésions typiques de parasitose pulmonaire. Et donc, juste pour information, on va y revenir juste après, mais sur ces 9 cas de poumons sur lesquels on suspectait un CAEV au niveau macroscopique, seulement 3, donc seulement un tiers, ont été confirmés à l'histologie. Donc 33% des paires de poumons qu'on avait identifiés comme étant potentiellement du CAEV se sont révélés vraiment en être. Alors, pour ce qui est de l'histologie, donc du coup, on est parti de la population de chèvres sur lesquelles on suspectait une pneumonie interstitielle, donc on était sur 10 sur 31, et à l'analyse des prélèvements histologiques, on avait 16% des chèvres, donc c'est-à-dire la moitié des prélèvements histologiques qui ont été confirmés comme étant d'origine parasitaire. Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici, on retrouve une vue de lésion histologique sur une chèvre sur laquelle une pneumonie améliorus a été confirmée. Donc là, vous voyez, on voit la présence d'éléments parasitaires dans les lumières des alvéoles. Alors, je vous ai mis 2 flèches, mais il y en a vraiment dans énormément des alvéoles qu'on va retrouver. Il y a vraiment beaucoup d'éléments parasitaires. Et seulement, donc du coup, l'autre moitié, donc 5 chèvres sur 31, sur lesquels on avait des lésions qui étaient compatibles avec le CAEV. Donc là, on retrouve une lésion typique de pneumonie à l'antivirus avec des infiltrats inflammatoires autour d'un vaisseau, donc en périvasculaire. Donc ça, c'est très indicateur d'une pneumonie à CAEV. Donc on était vraiment sur 5 échantillons sur les 10 seulement in fine qui étaient compatibles avec du CAEV. Et juste pour information, 100% des cas confirmés de CAEV, les lésions histologiques étaient présentes sur à minima un lobe caudal. Et pour 80% des cas, il y avait il y avait également des lésions histologiques qui étaient présentes sur un lobe crânial. Et ça, c'était assez surprenant parce qu'on s'attendait vraiment à ce que les lésions soient principalement sur les lobes caudaux, comme la majorité des pneumonies interstitielles. Pour la deuxième étude, donc sur la population issue de l'abattoir, donc on a isolé au total 6% des blocs poumons, c'est-à-dire 24 blocs poumons qui ont été isolés sur les 390 sur la base de leur consistance, donc sur une consistance augmentée. Et une fois qu'ils avaient été isolés et qu'on a pu faire une inspection beaucoup plus rapprochée, on s'est rendu compte qu'il y avait 3,8%, donc 15 paires sur ces 24 paires, qui étaient plutôt en fait des lésions compatibles avec une infestation parasitaire ou une pneumonie bactérienne, et seulement 2,3%, donc 9 paires de poumons sur les 390, qui avaient des lésions évocatrices de CAEV. Et donc là, on retrouve une paire de poumons de l'abattoir de cette étude, avec les fameuses lésions en verre dépoli que je vous avais présentées un tout petit peu plus tôt dans l'introduction de cette étude-là. Donc ces larges plages parenchymateuses voilà, qui sont quand même assez remarquables. Et sur ces 9 paires de poumons sur lesquelles on avait des lésions évocatrices de CAEV, à nouveau, seulement 33% ont été confirmés à l'histologie par des lésions compatibles avec le CAEV. Donc on se rend compte quand même, on va y revenir, mais qu'on est assez mauvais en macroscopique.
qui est des résultats pour la partie épidémiologique. Donc, si on compare la population a priori infectée, donc la première portion de l'étude, et la population issue de l'abattoir, on a regardé deux choses. Donc, la prévalence des lésions de pneumonie interstitielle évocatrice de KF, donc le nombre de suspicions macroscopiques qui ont été confirmées par histologie sur le nombre total d'animaux étudiés. Donc, pour la portion de l'étude sur population que j'appelle moi infectée, mais sur population a priori infectée, donc c'est nos 31 chèvres, on a in fine seulement 3 chèvres sur lesquelles nous avions une suspicion macroscopique de KF qui a été confirmée en histologie, donc une prévalence de 9,7%, alors que nous en avions suspecté 29% sur la base macroscopique. Et à l'abattoir, on se retrouvait in fine avec une prévalence macroscopique confirmée de 0,8% de KF, alors que nous en avions suspecté 2,3%, donc quand même un écart assez important. Pour ce qui est de la prévalence des lésions histologiques évocatrices de KF, donc ça reprend des échantillons qu'on avait soumis en pensant que c'était du KF, mais aussi des échantillons que nous avions soumis en ne pensant pas que c'était du KF, en pensant que c'était potentiellement des pneumonies interstitielles parasitaires. Nous avons sur la portion infectée 5 chèvres au total qui avaient des lésions compatibles en histologie, donc une prévalence histologique de 16%. Et une prévalence histologique de 2% pour l'abattoir. Avec à chaque fois, ça je vous l'ai déjà dit, mais je me permets de le redire, une concordance entre ce qu'on avait suspecté en macroscopique et ce qui s'est révélé être vrai en microscopique de 33%. Donc, loin d'être excellent. Donc, en discussion et en conclusion, déjà pour le volet clinique, la conclusion de cette étude, c'est qu'il n'y a donc aucun impact clinique des pneumonies interstitielles à KF sur la fonction respiratoire ni sur l'état général, mais il y a quand même deux choses à relever, c'est que l'examen clinique reste quand même assez aspécifique, et notamment l'auscultation pulmonaire qui, on le sait, chez tous les ruminants de manière générale, n'est pas particulièrement sensible, et que la clinique dépend également de la sévérité de l'étendue des lésions, donc il est possible qu'on ait été face à des cas qui n'étaient pas particulièrement sévères. Les perspectives pour essayer de mieux comprendre ce volet clinique des pneumonies interstitielles à KF pourraient être de rajouter une évaluation par radiographie, éventuellement des biopsies pulmonaires qui pourraient être faites de manière percutanée, éco-guidée, pour progresser dans le diagnostic antémortem, et enfin rajouter un gaz sanguin artériel pour mieux caractériser la fonction respiratoire. Pour ce qui est des conclusions au niveau anatomopathologique, parmi les 3 critères macroscopiques qu'on avait donc observés et qui sont normalement typiques d'une pneumonie interstitielle à l'antivirus, donc la consistance augmentée, les décolorations grisâtres et les plages grisâtres, seule la fermeté du parenchyme a été systématiquement retrouvée sur les animaux qui ont été confirmés avec une pneumonie à l'antivirus. Donc s'il y a vraiment un critère à retenir sur le terrain en autopsie, c'est vraiment l'augmentation de consistance, donc la fermeté du parenchyme, que ce soit vraiment caoutchouteux ou très très ferme. Les critères primaires d'histologie ont été systématiquement retrouvés, donc la présence d'un filtrat inflammatoire en périvasculaire, la présence de pneumocytes de type 2 et la présence de macrophages alvéolaires. Et bien sûr, les limites qu'on a pour cette portion anatomopathologique, c'est que la saignée n'a été effectuée qu'à l'abattoir, mais n'a pas été effectuée en autopsie pour la première portion de l'étude. Donc, il y a potentiellement un impact de la saignée sur la reconnaissance des lésions. Et dans les perspectives, probablement l'importance de multiplier, de systématiser les sites de prélèvement. Là, on était à 4 prélèvements par paire de poumons. Probablement qu'on arriverait à détecter plus de KF et qu'on aurait des prévalences un peu plus importantes si on passait à 12 prélèvements. Et bien sûr, les lésions de muellériose qui peuvent perturber le diagnostic lésionnel. Et enfin, pour ce qui est de la portion épidémiologique, donc encore une fois, pour la prévalence de lésions macroscopiques sur la population a priori infectée, on était à peine 10%, en abattoir à 0,8%. Ça, si on compare à une étude qui est similaire, qui est une des seules études qu'on a en caprin sur les pneumonies interstitielles à KF, ils étaient plutôt à 0%, donc ça veut dire qu'on est quand même capable de détecter un petit peu plus en macroscopique que d'autres études. Et par contre, en microscopique, on avait plutôt une prévalence de 16% sur la population infectée
et de 2% sur l'abattoir, ce qui est nettement inférieur à cette même étude de Morose et collaborateurs. Et donc probablement que ce qui a joué, ça a été le nombre limité d'animaux qu'on a inclus dans l'étude et probablement la diversification des origines géographiques. Voilà, donc vraiment le message clé à retenir pour ces pneumonies interstitielles à l'antivirus chez la chèvre, c'est l'absence d'expression clinique, en tout cas telle qu'on est capable de la mesurer aujourd'hui, que l'analyse macroscopique, comme vous l'avez vu, est peu spécifique et que l'histologie reste vraiment le gold standard et qu'on a vraiment sinon un risque de passer à côté de la pneumonie interstitielle. Donc c'est vraiment très différent de la pneumonie interstitielle à Visnamédi du mouton, notamment au niveau clinique, sur lesquels on a vraiment une expression clinique qui est très importante et des lésions macroscopiques qui sont beaucoup plus typiques. Et donc, du coup, je profite de ce moment pour répondre à la question sur la présence de KF dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire qui a été posée suite à la présentation de Mickaël. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent en partie pourquoi on ne retrouve pas du KF sur ces prélèvements de LBA. Déjà, donc, suite à normalement à cette présentation, vous avez compris que la prévalence des pneumonies interstitielles à KF est vraiment très faible et n'a rien à voir avec la séroprévalence du KF dans les élevages en France. Donc ça, je pense que c'est un premier facteur qui est majeur. De deux, il y a une très faible charge virale in vivo. Et donc, du coup, il est fortement possible qu'on n'arrive pas bien à le détecter et que cette charge virale soit intermittente. Et de trois, par exemple, sur le modèle Medivisna des ovins, la transmission aérienne, elle se ferait plutôt, a priori, en stade préclinique et prélésionnel pour les pneumonies. Il est donc possible que quand on fasse un LBA sur une chevrette qui soit clinique pour une pneumonie, ce soit quelque part déjà trop tard et que la transmission par voie aérienne a déjà été faite et que du coup le virus ne soit plus dans le poumon, qu'on en soit au stade des lésions, mais plus du tout au stade viral. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et voilà, je tiens de nouveau à remercier tous mes collaborateurs et Marion et René pour cette invitation.